Salut Francis. Bonjour. Ouais, ça va assez mal, merci, en foresterie. Là, oui, les régions forestières, oui. là, c'est des pertes d'emploi. Encore Arbec, une belle entreprise qui annonce des fermetures à Amos. Je sais pas si je t'ai parlé, la semaine dernière, j'étais avec l'Association des fabricants de meubles du Québec. Ouais? Et puis eux aussi, ça va mal. Puis c'est un peu pour la même raison, parce que la majeure partie de la composition des meubles fabriqués au Québec, c'est du bois. Et donc, les Américains ont aussi mis des tarifs section 232, là, comme on les appelle, sur les meubles québécois. Section 232, c'est pour protéger la sécurité nationale des États-Unis. En fait, il n'y a rien comme une chaise puis un fauteuil pour menacer la sécurité. Donc, effectivement, ça va pas très bien. Puis, ce qui est malheureux, je t'écoutais c'est que c'est vraiment les régions. Tu sais, c'est pas... c'est des villages entiers. C'est une usine ferme ici à Montréal. Il y en a un autre à côté qui fabrique peut-être quelque chose que les gens souhaitent. Mais là, quand t'es à La Tuque, quand t'es en Abitibi, quand il n'y a pas 42 alternatives, là, malheureusement. Des Airbnb illégaux à Montréal. C'est une drôle d'affaire, ça, Mario. On sait, évidemment que la loi a progressé. Maintenant, on a des secteurs de la ville où c'est autorisé, d'autres non. Il faut des permis. Bref, jusqu'ici, mais tout là, va on bien. est dans des blocs carrément où c'est pas autorisé. C'est-à-dire que le bail de location dit que tu peux pas sous-louer là, en Airbnb. Et moi, ce qui me choque, c'est comme on peut rien faire. Je suis comme, comment on peut rien faire? Je veux dire, il y a clairement un nom sur le bail. Il y a quelqu'un qui a loué un Airbnb. Il y a Airbnb. Il y a plein de points de contact où on devrait pouvoir intervenir. Et là, ce qui est assez particulier, c'est que clairement, ça semble être un réseau, un petit groupe de personnes qui louent un grand nombre d'appartements dans certains immeubles et qui les convertit tous un petit peu de la même façon pour vraiment opérer comme s'ils opéraient un hôtel. Mais moi, Mario, je veux dire, franchement, je suis pas un enquêteur de la police, là, mais il me semble que ça devrait pas être trop difficile de remonter à la source. À un moment donné, il y a des flux financiers, il y a des visiteurs qui se pointent. Je veux dire, fais juste mettre un garde à la porte puis demande des pièces. Je veux dire, tu sais, en un week-end, on pourrait régler ça. Il y a soit un manque de volonté d'appliquer la règle ou quelque chose que je ne comprends pas. Là, ils me font valoir qu'il faut aller au tribunal d'accès au logement. Oui, OK, mais si tu loues un appartement à quelqu'un dont le seul objectif, c'est de faire du Airbnb, puis qu'il n'y en a pas juste un, il y en a 10, puis 15, puis 20, à un moment donné, Mario, je veux dire, ça, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose que je comprends pas là, dans l'application de la loi ici. Là. Parce que ce qu'on voit, c'est que c'est... d'abord, je comprends que ça enlève des logements sur le marché, mais c'est surtout une perte de jouissance pour les autres résidents. C'est sur ton étage, toi tu loues un appartement au gros prix, sur ton étage, tous les autres c'est des Airbnb, puis c'est le party, puis des jeunes qui rentrent tard. Comme je te dis, je suis au risque de me faire Moi, je suis un peu ambivalent sur les Airbnb. J'en ai utilisé dans mes voyages dans le passé. J'ai eu des bonnes et des moins bonnes expériences. Mais là, effectivement, tu loues dans un immeuble, tu connais tes voisins, je sais pas, il y a une notion là, en ville de... Je sais pas, là, c'est chez vous, là, soudainement, c'est un hôtel, le monde, ils se baladent avec leur valise, ils accrochent les coins des murs, comme tu dis, ils font le party. C'est pas ça le deal, là, je veux dire, on devrait être capable de, comme tu dis, de jouir de l'appartement qu'on loue, etc. Et là, écoute, c'est même les propriétaires, là, les grands groupes, le Mondev, etc., qui possèdent là, certaines de ces tours d'habitation qui demandent là, qu'on fasse quelque chose. Fait que j'ose espérer là, que rapidement, Mario, on va mettre un terme à tout ça. C'est quand même une drôle de façon de s'enrichir, d'agir de manière sciemment illégale. Puis là, contrairement à, mettons, vendre de la drogue, là, on joue sur des codes. Tout ça est enregistré dans l'Internet. C'est pas des petites passe-passe cash à Berry-UQAM, tu comprends? Je veux dire, c'est comme un système vraiment bien huilé, bien régi, au vu et au su de tous. Je veux dire, là, il faut juste mettre un petit bâton dans la ruche puis régler tout ça. Là. Les jeunes veulent de l'éducation financière. Ouais, ben, je me disais que tu m'as traité de polémiste là, vendredi. Je me suis dit que j'allais t'emmener un autre sujet qui pourrait faire débattre. Je sais pas si t'as écouté la ligne ouverte. Richard Martineau m'en a reparlé en après-midi. Tu sais, genre, je suis rendu. Les cours d'éducation financière. Moi, à l'époque où j'ai fait mon secondaire, Mario, on avait ce qu'on appelait des cours d'économie familiale. C'était, j'apprenais à coudre des boxers puis à faire, cuire des pâtes dans de l'eau chaude. Là, mais après, il y avait un cours d'économie
réel. Là. Ça fait 10 ans cette année. Non, mais il y en avait eu un. Moi, je suis plus vieux que toi. Moi, à mon époque, en secondaire 3, c'était économie familiale. Puis en secondaire 5, il y avait ça. En fait, c'était un cours comme de citoyenneté. Puis il y avait de l'économie là-dedans. Là, les taux d'intérêt, une carte de crédit, des choses de base. Aussi le gouvernement. Là, tout ça. Mais là, on parle d'un cours qui existe depuis 10 ans, qui arrive en secondaire 5 et qui est un cours de finances personnelles. Là, où vraiment on parle de ta fiche de paye, ton épargne pour la retraite, les taxes sur la consommation. C'est excellent. C'est excellent. Et trop peu. C'est un peu le constat auquel on en arrive. C'est un cours de 50 heures qui arrive en fin de parcours d'éducation secondaire. Ouais, mais 17 ans, c'est de bon âge. Écoute, les jeunes sondés là, disent tous qu'ils adorent ce cours-là, que c'est un cours très pratico-pratique, justement. Sauf que, Mario, il y a beaucoup de gens, puis tu sais, le Québec, là, je veux pas dire, est champion du taux de décrochage au Canada. Je veux dire, beaucoup de jeunes qui se rendent pas en secondaire 5. Ça, c'est la première affaire. Puis il y a beaucoup de jeunes qui, moi-même, le premier, j'ai commencé à travailler à 14 ans, tu sais, gardiennage, pelouse, là, peut-être payer cash. T'en mets pas dans tes REER, là. Non, mais écoute, t'en mets peut-être dans un compte chez Desjardins ou chez quelques banques que ce soit. Ça coûte 100$, là, pas nécessairement des millions, mais qu'est-ce que tu fais avec l'épargne? Est-ce que ça vaut la peine d'accumuler? Donc les jeunes en redemandent. Les jeunes en redemandent. Puis là, je suis allé un petit peu... Il y a d'autres standards en Ontario. Les cours commencent en 10e année, fait qu'une année ou deux plus tôt, là, selon comment tu calcules. Dans les pays scandinaves, il y a des cours de finances personnelles au primaire. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, apprendre à compter jusqu'à 10, c'est une belle chose. Puis j'aurais tendance à dire, on pourrait mélanger ça avec des cours de mathématiques, là, à la limite. Là, tu comprends? C'est pas besoin d'être tant que ça des cours complètement séparés. Mais je pense qu'on le constate au Québec, on a un véritable enjeu de littératie financière, de littératie économique. Puis le plus tôt on va commencer dans le parcours, dans le cursus primaire, secondaire, le plus les gens vont arriver au marché du travail en pleine possession de leurs moyens. Le nombre d'adolescents, Mario, que je vois qui commencent des vrais jobs là, au métro là, et qui constatent qu'on leur a enlevé le tiers de leur paye sur leur fiche de paye et qui tombent des nus. T'sais. Moi, je ne sais pas lequel de mes enfants. Ils savaient que ça existait, l'impôt. Puis c'était fait une idée, là, le gouvernement prendre part. C'est bien logique, mais... Tu sais, quand on te l'explique, tu fait une idée que ça devait être, mettons, un dixième. Non, mais une tranche, là, tu sais, qui apparaissait raisonnable. Là, tu gagnes $300, t'en laisses 30. Ouais. Mais là, quand ils ont vu les tranches qui étaient... Il y a 120. C'est du vol, là, tu sais, c'est pas du vol. J'ai ça plus paye les routes et le système de santé. Mais justement, puis plus quand que ça... Quand tu t'y attends pas, là, c'est... attends pas. Puis encore une fois, tu sais, là, je vois, on en parle souvent, tu sais, ces espèces d'influenceurs qui essaient d'emmener justement des jeunes qui sont mal outillés à faire des mauvais placements, que ce soit dans les crypto-monnaies, dans des trucs qui vont générer 25% de rendement, de créer une saine distance envers l'objet qui est la gestion des finances, la gestion de l'argent. Puis j'aurais envie de dire, Mario, je suis pas un capitaliste là, plus qu'un autre, mais de comprendre les finances à un moment donné, ça fait de toi un meilleur citoyen. Là. Je comprends que ton argent, il va dans un gros pot qu'on appelle le gouvernement, puis qui alloue ça. De découvrir ça. Qu'il dépense bien. Non, mais justement, le plus tôt on saura ça, le plus tôt on pourra développer même une manière d'agir politiquement. Donc moi, je pense qu'il faudrait en faire beaucoup plus en matière d'éducation financière. La question, c'est... puis souvent, qui m'est posée quand je dis ça, c'est qu'est-ce que t'enlèverais? T'enlèverais-tu du français? T'enlèverais-tu de la géographie? T'enlèverais-tu de la physique? Là. Puis là, je suis bien mal à l'aise, comme je te dis. Peut-être d'ajouter ça à d'autres formations comme des exercices pratiques, mais bref. À voir. Merci.